Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un numéro où l'on va prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment à Moscou. À l'heure où Donald Trump considère que Vladimir Poutine devient fou, alors que jusqu'ici les négociations de paix ne donnent rien ou pratiquement rien, beaucoup doutent que Vladimir Poutine soit prêt à de vraies négociations de paix. Alors quelle est sa stratégie en Ukraine, son objectif? Son régime est-il devenu dépendant de la poursuite d'une guerre permanente? C'est ce que l'on va explorer en retournant d'abord un peu plus de 3 mois en arrière à Washington. La première, les clés. When Putin says that he really wants peace, do you believe him? Yeah, I do. I believe he wants peace. I believe that President Putin, when I spoke to him yesterday, I mean, I know him very well. Yeah, I think he wants peace. C'était le 12 février dernier. Donald Trump venait d'avoir un long appel téléphonique de plus d'1 heure et demie avec Vladimir Poutine. Et il en avait conclu que le président russe voulait la paix en Ukraine parce que, disait-il encore, il connaît très bien le président Poutine. Pourtant, dans la suite de cette même conférence de presse, on comprenait que tout cela tenait surtout de l'impression de Donald Trump et pas de mots vraiment posés par le président russe. Je pense qu'il veut la paix. Il me l'aurait dit si ce n'était pas le cas. Et vous lui faites confiance? Je crois, oui, il veut que quelque chose se passe. Je lui fais confiance sur ce sujet. Je pense qu'il aimerait que quelque chose se passe. Ça, c'était donc début février. Donald Trump pensait encore pouvoir à l'époque régler la guerre en Ukraine en quelques semaines à peine, en négociant en direct avec Vladimir Poutine et en faisant peser une terrible pression sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On se souvient de cette scène hallucinante dans le bureau ovale. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. World War III. Une discussion ultra tendue entre Zelensky, Trump et son vice-président J.D. Vance, où le président américain avait notamment asséné ceci à son homologue ukrainien. Je ne pense pas que vous feriez le malin sans les Américains. Votre peuple est très courageux, mais maintenant, soit vous concluez un accord, soit on vous laisse tomber. Et si on se retire, vous devrez vous battre tout seul. Et je ne crois pas que ça va être joli. Vous n'avez pas les cartes en main. Quelques jours plus tard, Donald Trump avait même traité Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection, l'accusant d'être celui qui était à l'origine de la guerre en Ukraine. Mais voilà, depuis lors, les semaines et les mois s'écoulent, et les conditions que fixe Vladimir Poutine pour négocier une trêve ou un accord de paix sont tellement inacceptables pour les Ukrainiens qu'elles rendent impossible de vraies négociations. Et pendant ce temps, l'armée russe, elle, poursuit et intensifie son offensive. En ce lundi 26 mai, la Russie a envoyé en quelques heures plus de 350 drones attaquer diverses cibles un peu partout en Ukraine, un record depuis le début de l'invasion russe. Et cette fois, le ton de Donald Trump a changé. Sur son réseau Truth Social, le président américain estime désormais que Vladimir Poutine est devenu complètement fou. Et juste avant de monter dans un avion qui devait le ramener vers Washington après une cérémonie commémorative, Donald Trump a ajouté ceci devant les caméras. Je ne suis pas content de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens. Qu'est-ce qui lui arrive? Je le connais depuis longtemps et je m'entends bien avec lui. Mais il envoie des missiles sur des villes et tue des gens. Je n'aime pas ça du tout. Quelque chose est arrivé à ce type et ça ne me plaît pas. Alors, au moment où le président américain, autoproclamé roi du deal,
n'arrive pas à amener Vladimir Poutine à de vraies négociations de paix, on va se poser, nous, cette question. Quelle est la stratégie du président russe ? Envisage-t-il un possible accord de paix ? Ou bien veut-il surtout continuer jusqu'au bout cette guerre visant à vassaliser l'Ukraine ? C'est ce que l'on va à présent analyser. Et pour cela, on accueille Marie Mindras. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'École des Affaires internationales de Sciences Po Paris, spécialiste notamment de la Russie et de l'Ukraine. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui vient à point nommé par rapport à notre sujet, qui s'intitule « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin ». C'est publié chez Kalman Levy. Alors le titre de votre ouvrage nous met un peu sur la voie, j'ai envie de dire. Pour vous, c'est clair ? Vladimir Poutine, il ne veut pas la paix aujourd'hui ? Il ne peut pas la vouloir, puisqu'il s'est complètement piégé dans cette guerre d'agression. Il ne peut plus en sortir, et c'est ce que nous allons tenter d'analyser maintenant. Tout d'abord, il a lancé une agression massive sur un pays voisin et ami qui n'avait jamais une seule seconde menacé les territoires ou les populations de la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, l'État russe va être jugé pour crime d'agression, parce que ça, c'est un crime en droit international. Il l'a fait de manière totalement déraisonnable, pris cette décision d'une agression sur 4 fronts, en prétendant prendre Kiev, tuer Zelensky et son équipe et son gouvernement, et on ne savait pas trop ce qu'il allait faire ensuite. Et tout ce plan n'était pas un plan qui convenait aux commandants militaires russes ou aux services de renseignement. Mais Vladimir Poutine, tout comme Trump, n'écoute plus. Il est pris dans un dérangement mental très grave aussi. Et donc, il a imposé cette décision à ses hommes. Et ça a été une déroute majeure, puisqu'ils n'ont même pas pu atteindre Kiev. Les soldats, on les a laissés ou peut-être même poussés à faire des exactions dès mars 2022. On se souvient notamment de la commune de Boutcha, qui n'est pas très très loin de Kiev. Et à partir de ce moment-là, ce plan A, qui était totalement impossible. On ne peut pas prendre un pays plus grand que la France, qui a plus de 40 millions d'habitants, qui est déjà occupé en partie par la Russie depuis 2014, donc se prépare à une possible nouvelle occupation, etc. On ne peut pas imaginer qu'on va y arriver. Et ensuite, ce qui a été très surprenant, c'est qu'il n'y avait pas de plan B. Et là, tout est devenu très compliqué. Et quand on n'a pas de plan B, on bascule sur, je dirais d'abord, de la tactique à la petite semaine, avec beaucoup d'épisodes dramatiques en 2022. Et ensuite, on ne revient jamais véritablement à une stratégie, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Poutine et ses hommes, en fait, n'ont pas de réel but de guerre. On pourra y revenir. Et surtout, beaucoup plus grave, n'a pas de but de paix. C'est-à-dire n'envisage pas une situation en Ukraine qui soit ce que eux appelleront leur paix et ce qui leur convient. Alors ça, c'est déjà très important, ce que vous nous dites là, c'est qu'au moment où cette offensive est lancée en 2022, déjà, il y a de vraies divergences de vues entre ce que décide Vladimir Poutine et ce que pensait son état-major à l'époque. Ça, c'est déjà important. Il ne s'attend pas du tout à rencontrer la résistance qu'il va rencontrer en Ukraine. Or, l'Ukraine, on le sait, on l'a raconté récemment, d'ailleurs, dans cette émission, depuis 2014, elle se considère comme en guerre déjà avec la Russie et donc avait préparé une possible invasion, ce qui fait qu'ils étaient prêts, en tout cas en partie, les Ukrainiens, au moment où les Russes arrivent. Et donc, quoi alors pour Vladimir Poutine, quand il se rend compte que sa stratégie est un échec, il continue la guerre, il envoie toujours plus d'hommes, avec d'énormes pertes aussi sur le front. Ça veut dire que s'il n'a pas de but de guerre, comme vous nous l'avez dit, le but, c'est la guerre en soi. Il faut continuer la guerre coûte que coûte. Il s'est piégé dans cette impossibilité de trouver un moyen de mettre fin
à la guerre, ce qui veut dire aussi la fin de l'occupation militaire de 4 régions d'Ukraine qu'il a prétendument annexées et fait voter par son Parlement, qui n'en est plus un, c'est une chambre d'enregistrement, à la fin du mois de septembre 2022. Il a fait entrer dans la Fédération de Russie 4 nouvelles régions, Zaporijie, Kherson, Lugansk et Donetsk, qu'il n'occupait pas entièrement, et loin de là pour Zaporijie et Kherson. Et à ce moment-là, il était piégé, un peu comme Trump qui est piégé, il dit je m'entends très bien avec Poutine, ce qui n'est pas du tout vrai, on pourra y revenir, et je vais mettre fin à la guerre. Comme c'est un pervers narcissique qui ne peut jamais avoir tort, Trump, il doit dire voilà, il faut m'écouter, c'est la faute à Poutine ou c'est la faute à Zelensky, c'est la faute aux Européens, etc. Pour Poutine, ça a été pareil. Une fois qu'il a fait la seconde folie, qui était de faire entrer des régions constitutionnellement, entre guillemets, dans la Fédération de Russie et ne pas réussir à les occuper complètement et plus qu'occuper, à les gouverner. Il faut bien comprendre qu'une guerre, c'est pas juste occuper, c'est d'arriver à tenir les administrations, les populations, les ressources. Et ils en sont très très loin. Là, il était coincé et à ce moment-là, le but non avoué de cette agression manquée, ça a été on doit absolument confirmer ce qu'on a voté le 30 septembre 2022. Ces 4 grandes régions d'Ukraine sont à nous. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur 3 ans et 3 mois de guerre, les buts, les moyens, le discours a énormément changé. Mais alors, où est-ce qu'on en est là maintenant, Marie Mandras? Parce que vous nous dites qu'il y avait cette intention originelle d'aller très rapidement jusqu'à Kiev, de renverser le gouvernement Zelensky, et ça, Vladimir Poutine a dû se rendre à l'évidence, il n'allait pas y arriver, et il s'est rendu compte de cela assez vite dans les premières semaines, les premiers mois du conflit. Puis il y a eu cette annexion de force, même si elle a été habillée constitutionnellement en Russie, de 4 régions d'Ukraine qu'on fait rentrer dans la Fédération de Russie, mais qui ne sont toujours pas sous contrôle complet des forces russes aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif du Kremlin, c'est de parvenir à verrouiller ces 4 régions et les faire vraiment entrer, les prendre sous contrôle? Ou bien est-ce qu'il y a toujours cette idée de quand même aller jusqu'à Kiev, à un moment donné, de reprendre en quelque sorte l'entièreté du territoire ukrainien, de le vassaliser, de le démilitariser, ce qui est dit régulièrement aussi à Moscou, pour en gros vider l'Ukraine de sa substance et avoir un pays complètement sous contrôle aux frontières de la Russie, avant les pays européens, les pays de l'OTAN. C'était ça le plan complètement fantasmagorique. C'est que l'armée russe, le dictateur, puisse mettre à bas plus de 40 millions de personnes, alors que c'est un pays qui a vécu 2 grandes révolutions démocratiques, en 2004 et en 2013, Maïdan. Donc, c'était totalement impossible, c'était une forme de délire. Et je n'ai aucune source ou aucun fait qui me permettrait de dire qu'il y avait une vision impérialiste, expansionniste, de réintégrer un grand pays comme l'Ukraine, qui a vécu sa vie depuis plus de 30 ans en État indépendant, souverain, partenaire de l'Union européenne, partenaire de l'OTAN, déjà de toutes les grandes institutions internationales depuis très longtemps. Enfin, voilà. Je ne pense pas que c'était cela. Moi, je n'ai jamais lu la politique de Poutine, en tout cas jusqu'à la guerre, comme étant une politique de refaire l'Union soviétique. Donc, faire de l'Ukraine un État rattaché à la Russie, je pense que ce n'était pas le plan et qu'aujourd'hui, il est clair que c'est totalement impossible. En revanche, l'idée était de faire de l'Ukraine, comme la Biélorusse, un jour la Géorgie et peut-être la Moldavie, en faire des États sans souveraineté. C'est ce qu'ils appellent neutres. En fait, c'est des États sans souveraineté qui n'ont pas le droit de développer des partenariats et des alliances avec d'autres pays que la Russie, et qui seraient dans une dépendance aussi énergétique, militaire, etc. Ce projet-là, il demeure peut-être dans le récit
et dans leurs esprits qui sont des esprits très échauffés et qui n'acceptent aucune contradiction. C'est-à-dire, ils ne pourront jamais dire qu'ils ont eu tort. C'est vraiment ça le problème. Et pour les Ukrainiens, comme pour nous, les alliés de l'Ukraine, on ne peut pas accepter cette occupation qui dure, avec des atrocités que tout le monde a suivies depuis 3 ans et 3 mois, et espérer que ça va satisfaire Vladimir Poutine, le calmer, et qui va, parce qu'il occupe ces territoires, d'abord traiter bien les populations, elles y sont maltraitées. Il y a beaucoup moins de monde dans ces 4 régions, parce que beaucoup ont fui au début de la guerre. Ils n'y mettent pas l'argent qu'il faut non plus, donc ce seront des millions de personnes et des territoires véritablement abandonnés. Comment est-ce que vous voulez qu'un État ukrainien et que les dirigeants et les élus de cet État ukrainien acceptent une situation qui fait que toutes les autres grandes régions d'Ukraine seraient tout le temps menacées par tous les désordres à Zaporijie ou à Donbass. Donc, nous, Européens, nous ne pouvons pas négocier une occupation longue. Et c'est bien pour cela que nous demandons un cessez-le-feu pour avancer ensuite dans un projet de paix. Mais ce serait un projet de paix qui prévoirait sur le long terme un retrait progressif des troupes russes. Alors on peut peut-être se pencher quelques instants sur justement la réaction des Européens aujourd'hui. Outre le soutien militaire, il y a une série de sanctions qui sont d'application, avec la volonté d'ailleurs de les renforcer dans les mois qui viennent. On va se pencher là-dessus avec Sarah Pousset, et puis on va voir avec vous si ça a des chances de pouvoir à un moment donné peser, avoir des résultats sur la politique russe. Depuis le début de la guerre en 2022, l'Union européenne a pris toute une série de sanctions contre la Russie. Un peu plus de 2400 personnes et entités sont ciblées. On retrouve Vladimir Poutine, des membres de son gouvernement, mais aussi des médias de propagande, des banques, des groupes paramilitaires ou encore des entreprises de secteurs variés. Toutes ces personnes et organisations sont interdites d'entrer dans l'Union et leurs avoirs en Europe sont gelés. Cela représente environ 210 milliards d'euros. L'Europe se sert désormais des intérêts générés par tout cet argent pour financer le soutien à l'Ukraine. L'Union a aussi adopté des sanctions commerciales. Plus de la moitié des importations et exportations russes sont sous embargo. Les diamants, l'or, le gaz ou le pétrole russe sont aussi boycottés. Et puis face au silence de Vladimir Poutine concernant un cessez-le-feu, l'Europe a adopté son 17e paquet de sanctions. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Il faut être 2 pour vouloir la paix. Il suffit d'un seul pour vouloir la guerre. Et la Russie veut clairement la guerre, tandis que l'Ukraine veut la paix. Donc, pour que la Russie veuille elle aussi la paix, nous devons lui mettre davantage de pression. Ces nouvelles mesures se concentrent notamment sur 200 pétroliers dits fantômes que Moscou utilise pour outrepasser les sanctions et l'embargo sur le pétrole. L'UE a aussi approuvé l'augmentation des droits de douane sur les engrais azotés fournis par la Russie et la Biélorussie, ainsi que sur d'autres produits agricoles. Et la suite arrive. Les 27 États membres préparent déjà le prochain volet, avec notamment l'interdiction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui relient la Russie à l'Allemagne pour éviter que des investisseurs ne tentent de les remettre en service. Alors, Marie Mandras, vous avez entendu Kaja Kallas, représentant de l'Union européenne, qui dit aujourd'hui la Russie ne veut pas la paix et on doit, par les sanctions qu'on est en train d'appliquer, par des mesures, l'amener à vouloir elle aussi la paix pour qu'il puisse y alors avoir une vraie négociation qui s'ouvre. Est-ce que ça, c'est la bonne stratégie ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des chances de parvenir, en mettant la pression sur la Russie et peut-être aussi du coup sur la population russe qui pourrait à un moment donné en vouloir à Vladimir Poutine de la politique qu'il mène en Ukraine, parvenir à créer les conditions qui obligent Vladimir Poutine à négocier une vraie paix, pas juste la continuation d'un conflit qu'il arrange ? La seule méthode pour obliger Poutine et ses hommes à reculer, c'est le rapport de force. C'est la situation sur le plan militaire, pas seulement la ligne de front. La situation en mer Noire, la situation dans les régions russes
qui sont à la frontière de l'Ukraine. Et puis, et bien sûr, le rapport de force économique et financier. Et c'est dans ce sens que les sanctions sont extrêmement importantes. En revanche, nous n'avons d'influence sur personne en Russie. Ni Poutine, ni ses militaires, et encore moins sa population qui est otage de la guerre. La population ne soutient pas la guerre. Si on lui demande sur un radiotrottoir à Moscou, elle dit oui. Parce que vous n'allez pas... c'est aberrant, les personnes qui vous disent qu'il y a un soutien, à la guerre. Ils n'ont pas le droit de penser que c'est une guerre et on dit qu'ils soutiennent la guerre. Je voudrais rappeler quand même que Poutine a envoyé plus d'1 million d'hommes en 3 ans à la mort ou à des blessures très très graves. Plus d'1 million sont tués ou gravement blessés. Comment est-ce que vous voulez qu'une population, même si elle entend la télévision et qu'elle n'a pas le VPN pour aller sur Internet, comment vous voulez les populations... Je m'informe beaucoup sur les régions de Russie grâce justement à des sites Internet qui, avec le VPN, peuvent communiquer avec nous, et aussi tous les comités anti-guerre qui fonctionnent dans presque toutes les régions de Russie et qui fonctionnent chez nous, au sein de la résistance russe. Et l'insatisfaction et les protestations localement ou sur Internet, elles sont très, très nombreuses. Mais ce n'est pas ça qui va faire changer la posture d'un dictateur qui ne veut pas accepter qu'il s'est trompé et qui ne veut pas reculer, et pour qui passer de 1 à 2 millions de tués et de blessés graves, ce n'est pas grave, puisqu'il est dans une impunité totale et dans un pouvoir sans limite. En fait, ils sont dans l'incapacité de faire une désescalade. Juste un mot sur l'extension. Pourquoi c'est très important, les sanctions ? C'est non seulement pour améliorer le rapport de force économique, financier et donc militaire également, mais c'est aussi de désordonner et déstabiliser de plus en plus les élites dirigeantes russes. Nous, moi c'est ce que je plaide, on ne peut pas atteindre Poutine, on ne peut pas atteindre les hommes du Kremlin, mais on peut atteindre ces milliers de personnes qui jouent un rôle absolument fondamental dans la guerre et dans l'économie de guerre, en les mettant sous sanctions de plus en plus dures, en bloquant le travail d'industrie, en bloquant le plus possible les revenus d'un budget qui est à plus de moitié aujourd'hui un budget de guerre pour ce qui est de la Russie. Donc les sanctions, elles ont aussi ce rôle-là et ça fonctionne. On retiendra donc de cet entretien que pour Marie Mindras, il est un peu vain d'essayer d'identifier la stratégie de Vladimir Poutine en Ukraine parce qu'il n'y en aurait pas vraiment de stratégie. Il faut plutôt lire l'évolution de cette guerre, selon elle, comme une fuite en avant d'un pouvoir russe qui avait très mal préparé cette invasion, qui pensait d'abord pouvoir renverser le régime ukrainien en quelques jours, qui espérait faire de l'Ukraine un État sans souveraineté à sa botte et qui, devant l'échec manifeste de cette stratégie, s'est rabattu sur l'idée d'annexer 4 régions, ce que Moscou a fait, mais sans parvenir vraiment à en prendre le contrôle complet et encore moins à les gouverner. Face à cela, face à un dictateur qui est pris dans une inarrêtable spirale de la guerre et qui n'a plus vraiment de contre-pouvoir, pour Marie Mindras, il n'y a qu'une seule stratégie possible, le rapport de force sur tous les fronts pour obliger Poutine non seulement à négocier, mais aussi à reculer. Faute de quoi, on condamne, dit-elle, l'Ukraine à continuer à vivre sous la permanente menace russe. Voilà, c'était Les Clés avec Marie Mindras, professeure donc à l'École des Affaires internationales de Sciences Po Paris et auteure de La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, publié en 2024 chez Kalman Levy. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation sonore, il y avait Laurent Nélissen, à la préparation, Sarah Pousset
et Arnaud Ruyssen. Si vous souhaitez nous écrire, je vous rappelle l'adresse lesclés@rtbf.be et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre dans ce podcast.